ne peut pas être dépendant d'une personne ou de deux. C'est un ensemble. Il y a des personnes qui incarnent ces destinées et qui sont reconnues comme étant légitimes pour en affirmer la revendication. Et en 1957, nous avons eu deux pertes qui ont marqué, c'est un marqueur dans l'histoire algérienne quant au dérapage historique qui nous accable aujourd'hui encore. La première, c'est la mort de Ben Mehdi, qui a été arrêté par les Français et froidement exécuté contre toutes les lois de la guerre. La deuxième, alors, c'est Aban al-Adal qui, lui, a été tué par la police politique, le MARC de l'époque, qui est devenu par la suite la sécurité militaire et qu'on appelle aujourd'hui le DRS. Peu importe les noms, mais la carte politique de l'appareil qui a broyé le destin algérien depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui porte un nom, police politique. C'est à partir de ce moment-là, très précisément, que l'on a vu deux puissances étrangères. J'essaie d'en parler dans le livre que j'ai écrit à propos de l'affaire Amérouche. Prendre en charge le dossier algérien pour le perturber, le contrarier, le handicaper dès l'indépendance en surinvestissant Ben Bella. La première puissance, c'est la France. La deuxième, c'est l'Égypte. Les Français voulaient absolument faire sortir du lot Ben Bella pour l'imposer comme tuteur de la révolution algérienne. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont bien connu lorsqu'ils l'ont arrêté dans les années 50 de Los. Et je vous invite à aller sur Internet pour lire le procès-verbal de son interrogatoire. Il a absolument tout balancé. Moi, j'ai été arrêté, torturé, je ne suis pas plus héros que n'importe qui. On peut tenir sur un minimum et ne pas céder sur l'essentiel. Et je pense que par la suite, ayant fait un passage dans l'armée française, ce qui était le cas d'ailleurs de beaucoup d'Algériens de l'époque, ils ont eu le temps d'étudier le profil du personnage et De Gaulle, ayant définitivement compris que la décolonisation était quelque chose d'inévitable, essayait de préparer un ordre politique néocolonial, donc de fragiliser un peu les anciennes colonies par ce qu'on a appelé plus tard la France-Afrique. Et il y a une véritable stratégie qui consiste à tout faire pour placer à la tête des nouvelles nations les hommes les plus malléables, les plus fragiles ou les plus dépendants. Ça, c'est pour la partie française. La partie algérienne, la partie égyptienne, de l'autre côté, vous pouvez lire les déclarations d'Aban al-Adal qui disaient très clairement, dès 1956, que la révolution algérienne ne dépend ni de Moscou, ni de Londres, ni du Caire, ni de Washington. Et à l'époque, Nasser avait des ambitions qui étaient les siennes et qui voulait absolument élargir son autorité à travers un panarabisme qui devait capter l'ensemble des pays périphériques, et donc Nasser voulait satelliser l'Algérie dans sa vision de grand timonier de la rive sud de la Méditerranée. Voilà un peu rapidement comment les éliminations de deux hommes qui étaient les architectes de la plateforme de la Soumane, éliminés la même année, l'un par les Français, l'autre par les Algériens, ont permis à deux nations extérieures de fabriquer une autorité algérienne à travers Ben Bella, lequel Ben Bella a servi d'appât à l'armée des frontières et qui a été renversé, vous le savez tous, 2 à 3 ans après l'indépendance. Nous ne sommes pas sortis du dérapage de 1957 à ce jour. Quelles sont les méthodes utilisées depuis 1957 à ce jour par le système politique algérien? Alors on dit c'est très compliqué, l'Algérie, on ne comprend rien, etc. C'est tragiquement simple. C'est coup d'État, fraude électorale, c'est-à-dire falsification de la volonté populaire, qui mène à la corruption par la clientélisation, et ça mène à l'asservissement des nations. Les violences pouvant être modulées selon les périodes et les équipes, mais globalement c'est l'un des fondements du mode d'exercice du pouvoir politique algérien. Ça va de l'assassinat depuis Ampel, en passant par Champagny, en passant par Karim Belkacem, par Khéder, par Sidi et tant d'autres, jusqu'aux exactions qui ont été commises aussi dans les années 90, en passant par des formes d'agression, disons, qui peuvent s'adapter
en fonction des circonstances nationales ou internationales. Mais le rapport de l'institution à la société est un rapport de violence. Le deuxième élément, c'est la désinformation. Et c'est le propre de toutes les polices politiques. Et nous sommes en plein dedans. Laquelle désinformation arrive à l'impossibilité, en tout cas une extrême difficulté, de permettre à l'opinion publique de se construire sur la base des convictions et des besoins de tout un chacun, et qui maintiennent la collectivité nationale dans une forme de dépendance où seul le maître du pouvoir, qui est souvent occulte, peut décider de ce qui est en débat et de ce qui est à mettre en œuvre. Et c'est terrible, lorsqu'on contrôle les médias, de voir comment un pouvoir comme la sécurité militaire algérienne, qui dispose de tous les moyens, y compris les légaux, comme disait l'autre, qui ne subit aucun contrôle, parce que par définition il est invisible, et qui décide de tout, depuis maintenant plus d'un demi-siècle, continue au jour d'aujourd'hui de façonner l'opinion publique à sa guise. Et je peux vous décliner ça, les méthodes qu'ils utilisent à longueur d'explication. Vous les voyez à travers les dizaines de milliers de leurs agents. Je pense d'ailleurs qu'il y en a certains honorables dans l'assistance ici. Je peux les rassurer, c'est pas la peine qu'ils fassent leur rapport, ils le trouveront sur le site du RCD. Donc je leur facilite un peu la tâche. C'est quand même près de 100 000 agents qui sont projetés dans l'ensemble des institutions. La territoriale, la justice, la diplomatie, la sphère économique, etc., etc. Dans un ministère aujourd'hui, vous avez un colonel de la sécurité militaire qui est le véritable patron du pouvoir avant le ministre, et ça se sait. Officiellement, il n'a aucune mission. C'est-à-dire dans la loi, dans un article, dans un décret, dans la Constitution. La réalité, c'est que c'est lui qui fait trembler tout membre du gouvernement et tout l'encadrement national. Pour vous donner une idée des moyens de l'Algérie qui sont utilisés pour contrôler la société, dans la seule région parisienne, il y a près de 600 agents des services spéciaux, non pas qui essaient de protéger le pays, mais qui essaient de voir qui fait quoi, qui a parlé, qui a vu, qui, etc., etc. C'est toute une énergie. Ce sont des financements, ce sont des moyens colossaux qui non seulement ne sont pas mis au service du développement national, mais qui handicapent toute forme d'expression et donc toute forme de proposition. Le propre des services spéciaux, notamment algériens d'ailleurs, c'est de n'avoir ni bilan, ni projet. Ils ne sont pas apparents, donc ils sont comptables de rien. Ils n'ont pas d'expression publique, donc ils n'ont pas de mise en perspective du pays. Alors pour rester au pouvoir, on est dans l'intox, dans la propagande, dans la rumeur. Vous les entendez à Alger, dans les cafés, chez les coiffeurs, dans les marchés, dans les arrêts de bus. Ils ne vont pas vous dire que le système politique algérien, bon, ça c'est difficile à dire, Chouler. Ils vont vous dire tous les politiques sont les mêmes, c'est des pourris, c'est ceci, c'est cela. Et malheureusement, beaucoup de citoyens relaient ça. Quelquefois de manière naïve. Hein. Alors, eux, ils ont une arrière-pensée. Il ne faut pas oublier que c'est le KGB qui les a formés. Hein. Et ça se relaie. L'arrière-pensée, c'est quoi? On n'a pas de résultat à faire valoir. On n'a pas de projet à vous offrir. Mais à partir du moment où tous les politiques se valent, autant nous laisser en place, puisque nous, au moins, vous savez à qui vous avez affaire. Donc la finalité, c'est toujours de maintenir le système en place. Ça, je vous donne l'une des astuces informationnelles par laquelle on essaye de soumettre l'opinion nationale. L'autre élément, en matière de maîtrise de la communication, c'est